Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Elie et aujourd'hui nous sommes depuis le Festival de Cannes pour un nouvel entretien sur les films qui y sont présentés. Nous allons explorer un documentaire qui a été diffusé à l'Acide, Congo, avec leurs deux réalisateurs, Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. Bonjour. 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 C'est un film qui suit à Brazzaville au Congo l'apôtre Médard, qui est à la fois le sujet et le personnage principal du film, dans son activité de guérisseur au sein de son église. Nous y voyons des vies traversées par des rites, par la croyance en la sorcellerie et aux forces surnaturelles. Vous observez du tribunal à l'église, des carrières jusqu'à la mer. Vous observez l'impact de ces forces mystiques sur une communauté à travers la personne de Papa Médard, apôtre tourmenté dans un pays où il est à la fois accusé de magie noire et résistant contre des nouvelles formes d'impérialisme. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous raconter comment est né ce projet de documentaire et cette rencontre humaine entre vous et Papa Médard ? Bon, à l'origine, ce film, c'est d'abord une recherche sur les esprits. C'est vrai que moi, j'étais à une époque de ma vie au Brésil et j'avais assisté à des rituels dans lesquels il y avait des gens qui rentraient en transe. Et alors forcément, c'était assez troublant parce que c'est pas du tout notre culture européenne. Et alors, je me suis posé beaucoup de questions à cette époque et j'ai continué à participer à des rituels. Et à un moment, je me souviens très bien, c'est comme si je me suis un peu assis et j'ai remercié les esprits de m'avoir montré leur existence. Donc c'est comme une sorte de révélation. Et forcément, ça m'a poussé à continuer les enquêtes. Et voilà, comme mon métier c'est cinéaste, mais à la fois mes recherches personnelles et mes recherches artistiques se sont fondues. Et donc j'avais rencontré Corto à l'époque, et Corto rêvait d'Afrique, comme il était en quelque sorte une disciple de Jean Rouch, donc il voulait vraiment connaître ce continent africain, et je l'ai embarqué avec moi dans cette aventure pour faire ce film sur la religion de Ngunza. Et comment avez-vous rencontré Papa Médard ? En fait, on a fait une sorte de casting d'apôtres, parce qu'ils sont assez nombreux à Brazza. On en a rencontré beaucoup, et parmi eux, l'apôtre Médard, chez qui on est arrivé pour le coup presque par hasard, sans chercher. Un ami qui nous menait dans les rues nous a indiqué « Ah, là, il y a une église, vous qui aimez ça ». Et voilà, on a rencontré Médard, et comme Médard dit souvent, il dit « Quand on s'est vu, c'est comme si on se connaissait depuis longtemps ». Et donc lui était absolument d'accord pour faire ce film, mais il fallait demander l'autorisation aux esprits. Voilà, donc ça a commencé comme ça, de manière immédiatement un peu... Avant que vous filmiez ? Avant qu'on puisse commencer à filmer. Enfin, cette quête déjà d'aller demander aux esprits, on était déjà en train de la filmer, parce qu'on savait que le conte était en train de commencer d'une certaine manière, donc presque comme s'il nous a fait rentrer dans cette deuxième dimension par ces autorisations qu'on est parti demander sur les tombes des ancêtres, dont la plupart ont été tués par des blancs. Donc voilà, on devait aller se présenter pour expliquer que notre but était de propager cette doctrine et de parler d'eux. Et donc finalement, ils nous ont acceptés, tout en nous précisant que si on se moquait d'eux, ils finiront par nous envoyer des mauvais sorts et détruire nos caméras. En tant que cinéaste, comment avez-vous construit votre dispositif de tournage, sachant que vous êtes deux ? Bon, mais moi, je suis à la caméra, Corto est au son. Et mais au début, on filmait un peu ce qui se passe. On était concentré sur les guérisons. On voulait faire on avait plutôt dans la tête un documentaire un peu explicatif sur la guérison mystique. Donc on se postait tous les matins à l'église, il y avait des malades. Médard reçoit des malades chaque jour. Et on les filmait dans le rituel, et on voulait voir un peu l'évolution comment évolue le mauvais sort, comment la guérison s'opère. Et en fait, très vite, on a été presque rattrapé par la fiction, parce qu'on s'est focalisé petit à petit sur la vie de l'apôtre Médard, et on l'a suivi dans ses péripéties, parce qu'il se retrouve accusé de sorcellerie, lui qui est guérisseur. Voilà, c'est tout l'enjeu du film, c'est comment va-t-il faire face à cette accusation, et comment va-t-il se faire innocenter au niveau du tribunal, parce qu'il faut savoir qu'à Brazzaville,
Il y a un tribunal pour les affaires courantes, comme chez nous en France, et il y a aussi un tribunal coutumier qui s'occupe de régler les histoires mystiques, avec des juges, des avocats qui sont tous médiums, qui ont la vision, et qui peuvent justement s'occuper de ce genre d'affaires. Vous avez pu filmer à l'intérieur de ces tribunaux. Est-ce que vous aviez en tête une forme particulière pour votre documentaire? En termes d'esthétique, c'est pas mal lié à l'œil d'Adrien quand même, parce que c'est... Moi, quand je suis arrivé à Brazzaville, donc j'ai pris en charge le son, mais j'avais pas de formation spéciale de son non plus, ni d'image d'ailleurs. Tout s'est fait sur le terrain. L'esthétique est née en fait petit à petit à la découverte de ce pays et de ses pratiques. Et finalement, le film tire vers la fiction au sens du langage, vraiment au langage de la fiction. Et c'est ce qu'on cherchait. On s'était dit au début, pas d'interview. Enfin, on avait quelques codes comme ça, pas d'interview, pas de voix off. Et puis en fait, ça évolue parce que tu es face aux contraintes, tu réfléchis à comment raconter cette histoire au mieux. Pour revenir un peu à la question du dispositif, on a tourné beaucoup à deux, sans comprendre la langue au début. Donc tout le monde parle en lari ou en kikongo. On a commencé à prendre un assistant avec nous, et puis en fait, ce qui était difficile, c'était vraiment les histoires sont extrêmement intenses, extrêmement touffues, quoi. Donc on a vraiment passé du temps à beaucoup filmer et surtout à réduire au montage, rendre intelligible, et ça c'était le gros boulot. C'était une grosse partie du travail. Pendant combien de temps est-ce que vous avez tourné? On a tourné les premiers plans en juillet 2013. Et on a fait sur place, on a dû faire 2 ans et demi, étalé sur une période de 6 ans, de 5 ans et demi, dont la plus longue période était d'1 an sur place. On est resté 1 an. Alors on a filmé beaucoup Médard, bien sûr, pour ce film, mais aussi d'autres histoires qui nous sont un peu tombées dessus, on peut dire. Donc voilà, il y a aussi d'autres films en préparation et déjà bien avancés. Parce que cette période, en fait, on peut pas empêcher le réel, la réalité africaine est tellement intense, on peut pas l'empêcher de venir nous chercher, de venir on peut pas rester insensible face à toutes ces histoires. Et donc voilà, on a tourné beaucoup, surtout 2 ans et demi sur place. Ouais. Oui, et finalement, je pense que ce temps qui peut paraître un peu long, ce temps de tournage, finalement, c'était le temps nécessaire à l'éclosion du film. Parce que forcément, c'est pas du tout notre culture, ce monde magique. Il a fallu peut-être qu'on oublie cette omniprésence du rationalisme dans laquelle on a grandi, et qu'on pourrait presque dire qu'on décolonise notre regard afin de pouvoir être libre et de ne pas juger justement tout ce surnaturel dans lequel vivent nos personnages Ngunza. Et puis on a tout fait. Au début, on était seulement nous deux, donc presque d'une manière artisanale. On n'avait pas de monteur. On avait surtout besoin de recul. Donc il a fallu aussi qu'on revienne en France, qu'on comprenne un peu mieux ces images, qu'on comprenne mieux ce film. Et c'est seulement à la fin de ces années où on a rencontré la production Kidam, qui sont à Paris et qui ont quand même structuré le projet. Pour accompagner le montage notamment? Ouais, voilà. Bon, le film était quand même bien avancé dans le montage, mais voilà, c'est qu'on était trop... On a voyagé en immersion, c'est une histoire de recul. Et ce recul, voilà, ça nécessitait aussi d'autres personnes pour nous aiguiller. Et après, c'est allé assez vite parce qu'on a eu le film à la sélection à Cannes, l'Acide. Et l'Acide, leur rôle aussi, c'est de trouver un distributeur à des films qui sont, entre guillemets, catégorisés comme fragiles. Et ça a très bien marché pour nous, vu qu'on a été acheté par Pyramide. Non, c'est une très belle conclusion parce qu'on a la certitude que notre film va pouvoir sortir en salle. Ce qui était notre rêve premier, de pouvoir montrer ce monde africain, cette réalité magique dans l'endroit qui est le plus sacré, qu'est la salle de cinéma. Dans le film, il y a à la fois des moments très contemplatifs et des moments où on voit plus les processus de guérison ou les procès qui peuvent être faits à la pote Médard.
Comment est-ce que vous avez réussi à faire ces choix de montage et à créer un fil narratif? Bah, c'est vrai qu'à l'origine, on avait cette envie de faire un film sans explication, sans voix de narration, sans interview. Et alors, forcément, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est-à-dire qu'il faut quand même capter les moments clés dans notre caméra. Et il y a aussi, comme on en parlait tout à l'heure, cette barrière de la langue qui fait qu'il faut beaucoup anticiper. Et alors finalement, bah oui, on avait quelques trous dans cette narration, mais qu'on a réussi à combler par quelques passages de voix off, qui est la voix off de l'apôtre Médard. Et en même temps, c'est bien parce que ça nous a permis, au-delà de l'aspect informatif, mais de rentrer un peu dans les émotions de notre apôtre. Et finalement, son personnage gagne aussi, j'ai l'impression. Gagne dans le sens où il peut apparaître au spectateur aussi d'une manière plus intérieure. C'est un film qui parle beaucoup de mystique, mais qui est aussi très politique, puisqu'il est situé au Congo, où il y a de nombreuses évocations de l'emprise chinoise qui s'effectue actuellement, notamment économiquement au Congo. Quelle a été votre démarche de ce point de vue-là? C'était pas prémédité en fait de faire venir ces Chinois dans le film. C'est vraiment la trajectoire de Médard. Tout est imbriqué là-bas. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment de frontières entre les choses. Enfin, tout s'interpénètre. Donc il n'y a pas d'un côté une zone industrielle, d'un côté ceci, tout est comme ça mélangé. Donc ce lieu sacré se trouve dans un endroit qui est magnifique, qui sont les rives. Donc ce lieu sacré qui est détruit dans le film, la grotte de la sirène, auprès de laquelle Médard va chercher secours, qui se retrouve à être menacé par une entreprise d'extraction de pierres chinoise. Et en fait, cette zone est magnifique, c'est un endroit où on aimait beaucoup filmer et même aller comme ça aussi nous, seulement pour se reposer et méditer un peu sur le bord du fleuve. Et précisément à cet endroit-là. Et c'est vrai que nous aussi, on a vu arriver en fait sur plusieurs années, tout le long sur toutes les rives, d'un côté comme de l'autre du fleuve, c'est-à-dire en RDC comme au Congo. On voyait de l'autre rive aussi pareil, des carrières de grès et de pierres qui tournaient à plein régime, en fait qui cassent simplement les montagnes et les rives sur 200, 300, 400 mètres. Et en fait c'est vraiment, ils sont à la dynamite quoi. Alors on évoque les Chinois dans le film parce qu'en fait ça tombe sur eux. Et en même temps c'est vrai qu'ils représentent un peu la néocolonisation, enfin voilà, mais il y a quand même toujours des Français qui ont aussi juste à côté une carrière, des Brésiliens, des Italiens, des Libanais. Donc bon, c'est juste ces multiples visages du capitalisme sauvage qui ont une liberté complète de détruire et d'exploiter en ne prenant aucune autre condition en compte que combien ça va rapporter, quoi. Donc forcément, qu'il y ait la grotte d'une sirène sacrée où les gens vont prier depuis peut-être 1000 ans, bon, au final, ils en ont pas grand-chose à faire. Et voilà, donc la politique s'est infiltrée d'elle-même parce que c'est un pays forcément qui est vraiment dominé par le capitalisme sauvage, quoi. Donc c'était pas prémédité. Et en soi, tout est politique dedans parce que la présence des sorciers, ce tribunal qui est coutumier et en même temps il y a quand même un autre tribunal forcément administratif en plus. Donc voilà, rien n'est étanche en fait, donc la politique s'infiltre. Après on n'a pas voulu y aller avec des gros souliers, voilà, en expliquant que les Chinois sont là depuis tant de... On a toujours essayé de garder ce langage du film assez coulé, assez sensible. Est-ce que vous vous revendiquez d'une démarche anthropologique ou scientifique? Pas du tout anthropologique, seulement au sens où on va quand même faire des recherches dans un milieu qui n'est pas le nôtre, dans une culture qui n'est pas la nôtre. Mais en soi, on n'a aucune prétention scientifique, ni de volonté de parution, de publication dans des revues quelconques, même si on prépare aussi d'autres projets, dont un livre, mais qui serait plus un carnet de bord cinématographique. Et donc on se place pas du tout du point de vue scientifique, non. C'est plutôt une démarche poétique. Une autre question, c'est sur votre légitimité à filmer. Est-ce que vous l'êtes posée et comment y avez-vous répondu? Non, cette question, moi je crois que personnellement je me la pose encore parce que moi c'est vrai que on avait quand même montré notre travail en cours à un certain nombre de personnes et il y avait souvent cette question qui revenait, mais comment vous en tant que blanc, quelle est votre
quelle est votre légitimité à filmer une tradition africaine? Bon, c'est bien sûr, il y a le poids de la colonisation qui est encore présent à chaque endroit, chaque personne, chaque moment, mais en fait, quand on se retrouve face à un être humain et avec ce désir de filmer cette caméra, bon, ben, on a juste fait notre travail de cinéaste. Et finalement, si la question se pose, elle émane toujours de blancs en fait, et principalement de français. Et en fait, moi je pense qu'on l'a résolu parce que comme ça, lorsqu'on a fait des projections avec des Congolais, tout simplement, et que les gens adoraient et qui voulaient en voir plus. Et puis, vous avez déjà montré le film au Congo? Ouais, bon, on a montré au moins 26 versions de montage à tous les membres de l'église et, sur toute cette période. On a montré à d'autres amis là-bas et tout. Et cette question s'est jamais posée avec nos amis congolais. C'est souvent une question qui revient ici, qui est très récurrente, hein, et qui a une légitimité parce que la colonisation est encore en cours. Donc c'est pas illégitime de poser cette question, mais quelle est notre position? C'est en tout cas normal, quoi, horizontal. On peut pas trop y répondre, mais c'est vraiment une question de blanc, je trouve. Oui, voilà, quelle est votre distance? Non, moi je dirais c'est 1,5 m entre mon objectif et mes personnages, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, non, il faut toujours... je pense qu'il faut de l'amour aussi pour filmer de l'empathie. Tous ces gens-là. Ouais, même pas de l'empathie, mais oui, de l'empathie peut-être. Faut être sincère, mais c'est la base même du cinéma. Donc après, toutes les questions comme ça, rationnelles, philosophiques, tout ça, moi ça m'échappe un peu. Nous, vous savez, on était complètement en immersion. On a eu des palus, on a souffert des moustiques, du soleil et tout ça. Et finalement, on a réussi par je ne sais pas quel miracle à finir ce film. Et très bien, merci à vous deux pour votre entretien. Merci. On se retrouve sur le site négatif.co pour réécouter tous les épisodes en direct du Festival de Cannes 2019. Merci à vous, bonne journée. Le film sort début de l'année 2020 probablement. C'est noté.